L'élection sénatoriale en RDC engendre violence. Les militants de l'UDPS, partis au pouvoir, accusent leurs représentants de trahison. Au Nigeria, on parle toujours attaque. 9 personnes ont été tuées samedi dans le nord du pays. Les autorités algériennes ont le dos au mur. La contestation contre Bouteflika ne faiblit pas. Les élections sénatoriales tenues vendredi en République démocratique du Congo font encore parler d'elles. Ce scrutin au suffrage indirect a été remporté par des fidèles de l'ancien président Joseph Kabila, plus que jamais de retour au cœur du jeu politique congolais. Cet échec a provoqué la colère des militants de l'UDPS contre les grands électeurs, députés provinciaux. Un policier a été tué samedi à Mbouji Maï, selon plusieurs sources, et la police a confirmé la mort d'un de ses membres. Oui, il y avait les élections sénatoriales ici dans la ville de Kinshasa. Et ici à l'UDPS, nous avions 12 députés provinciaux. Et on espérait qu'au moins, nous pouvions avoir 3 sénateurs. Mais nous sommes surpris d'avoir 0 sénateur. Nous manifestons notre mécontentement. Comment vous pouvez comprendre la partie du pouvoir peut manquer un sénateur? Le parti du pouvoir ne peut pas manquer un sénateur. Nous avons eu des députés. Ces députés ont été trompés. Les antivaleurs, nous déplorons, c'est la corruption d'abord. Pour un état de droit, nous devons mettre de côté la corruption au pays. Ils sont en train de revendiquer qu'ils n'ont pas eu de sénateurs. Mais ce n'est pas à nous. Ils ne doivent pas venir faire cet acte de vandalisme chez nous. La plateforme politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, revendique une très large majorité de plus des 2 tiers au Sénat, ce qui lui permet, le cas échéant, de lancer une révision de la Constitution ou des procédures et des poursuites contre l'actuel chef de l'État. Les militants ont interdit à leurs élus locaux de mettre les pieds au siège de l'UDPS en les accusant d'avoir trahi et cédé à la corruption. Le gouvernement de Kaduna, au nord du Nigeria, a confirmé l'assassinat de 9 citoyens par des éléments criminels. Des hommes armés qui ont attaqué le village de Nandou, faisant 9 morts, dont des enfants. Les assaillants ont également brûlé plusieurs maisons dans le village. Le sud de Kaduna a déjà été frappé par une série d'attaques meurtrières entre Peul et Adara pendant le mois de février. Le 26 février, en effet, au moins 29 personnes, dont un policier, avaient ainsi été tuées dans les attaques de plusieurs hameaux par des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs Peul, selon la police locale. Une attaque probablement perpétrée en représailles aux attaques menées le 11 février contre une dizaine de communautés Peul. La région de Kaduna, point de jonction entre un nord majoritairement musulman et un sud à prédominance chrétienne, est régulièrement le théâtre de vives tensions intercommunautaires, notamment entre éleveurs Peul musulmans et agriculteurs chrétiens. Le conflit, qui concerne souvent l'accès à la terre et à l'eau, a pris ces dernières années une dimension ethnique et religieuse, aggravée par l'explosion démographique dans ce pays de 190 millions d'habitants et par l'instrumentalisation qu'en font souvent les politiciens locaux. Depuis une dizaine d'années, l'enseignant-chercheur, son image et sa personnalité sont traînées dans la boue. Cette forfaiture, nous le savons, est minutieusement orchestrée par le gouvernement pour lui permettre de mettre en œuvre son plan machiavélique de dislocation de l'autonomie universitaire. Au vu de ce qui précède, et conformément à l'arrêté 108 du 30 juillet 2018 du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, fixant le calendrier académique 2018-2019
dans les universités publiques du Niger, instituts et grandes écoles. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs demande à tous ces militants et à tous ces militants de considérer que les semestres impairs S1, S3, S5 comme réalisés. De surseoir à tout rattrapage de cours, examens, TD, TP, délibération, soutenance, encadrement, étant donné que les retenues sur salaire ont déjà été opérées pour faire le grève. De ne plus programmer ni exécuter aucune tâche académique les samedis, les dimanches, les jours fériés et au-delà des heures réglementaires, comme ils le font actuellement pour sauver la face au gouvernement. De renoncer aux missions d'enseignement dans les universités publiques du Niger jusqu'à nouvel ordre. Fort de son droit dans cette crise délibérément provoquée par le gouvernement, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs exige le retrait pur et simple du projet de loi portant modification de l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique, rend le gouvernement responsable des conséquences graves de cette évidente déstabilisation des UPN à court, moyen et long terme. Amphithéâtre vide, étudiants dans le désarroi errant sur le campus universitaire, c'est le quotidien depuis fin janvier, début mars, dans toutes les universités de 8 régions du pays. C'est la conséquence du bras de fer qui oppose les enseignants, chercheurs et le gouvernement depuis la décision de nommer les recteurs des universités, contrairement aux élections qui se faisaient par le passé. Les enseignants chercheurs observent depuis des grèves pour contraindre le gouvernement à revenir sur sa décision, une situation qui compromet l'année académique, ce qui inquiète les étudiants. Nous sommes vraiment dans une situation qui nécessite vraiment un secours, si je peux le dire, parce que ça fait déjà quelques jours que nous sommes toujours là, restés à ne rien faire. Et voilà que chaque jour nous venons et que enfin rien de bon, je peux le dire, quoi. La plupart des étudiants sont découragés. Parfois, il y a des examens qui ont été interrompus, les cours sont interrompus, donc vous voyez comment les étudiants peuvent vivre ça. Gouvernement et enseignants campent sur leur position et aucune issue de sortie de crise ne profile à l'horizon. Les étudiants appellent au dialogue. Créer les conditions pour freiner l'évolution de l'étudiant nigérien n'est pas vraiment quelque chose de louable. Alors nous, en tout cas, notre appel à l'endroit des enseignants et du gouvernement serait qu'ils essaient de s'écouter entre eux pour trouver une issue à ce problème. Côté gouvernement, aucune réaction du ministère de l'Enseignement supérieur qui reste ferme sur sa décision. Mieux, des coupures sont opérées sur les salaires des enseignants pour fait de grève. Dans la crise préélectorale qui prévaut au Bénin, les populations de la 15e circonscription électorale ont massivement répondu à l'appel lancé par l'Union sociale libérale, USL. Le parti, par cette sortie, a tenu le gouvernement responsable de la crise qui prévaut et rappelé sa position dans la perspective des élections législatives prévues le 28 avril prochain. On peut s'accorder à l'unisson pour dire qu'à la prochaine génération, la rupture s'apprête à laisser, à léguer un État fragilisé, comme dirait l'autre, vous savez de qui je parle, un État fracassé, fragmenté, banalisé et descendu de son piédestal, où tout est à reprendre. Nous, militants USL, en particulier les membres de coordination des quartiers du 4e arrondissement de Cotonou, exigeons la tenue à date constitutionnelle des élections législatives, la participation de tous les partis politiques à cette élection avec délivrance à tous du certificat de conformité, le retour des exilés politiques, l'autonomie réelle et l'impartialité, aussi bien de la Sénat que de la Cour constitutionnelle dans l'accomplissement de leur mission républicaine. La tenue des assises nationales. Ils veulent vous rassurer que le mot d'ordre est bien passé. Pas d'élection législative sans l'opposition, sans l'USL. Une sortie qui a vu la présence de l'ensemble des coordonnateurs USL ainsi que le délégué général du parti venu apporter aux populations un message.
Nous comptons USL Naï élection. Vous devez savoir deux choses. La première, USL ira forcément aux élections. Il n'y aura pas d'élection sans USL. La seconde, je vous demande d'être rassurés. Ils ont peur du travail que vous abattez depuis 2 ans. De votre mobilisation, ils ont peur. Et nous serons toujours avec vous. Comptez sur nous. Le président d'honneur du parti a pu communier aussi avec les militants. Pour Sébastien Germain à Javon, l'heure est venue d'installer une nouvelle classe politique au Bénin en se mobilisant pour la victoire de l'USL. Il a aussi eu des mots de réconfort à l'endroit des populations visiblement émues par cette surprise à elle offerte. Le pouvoir a du pain sur la planche. La mobilisation hors pair des Algériens vendredi l'a si bien montré. La dernière offre du président Bouteflika, qui a reporté l'élection présidentielle, prolongeant sine die son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril, n'a pas plus réussi que les précédentes à apaiser les protestations. Les manifestants ont montré n'être pas dupes de l'abandon en trompe-l'œil du 5e mandat, troqué pour une prolongation à durée indéterminée de l'actuel mandat de Bouteflika. Elle n'a même cessé d'enfler au fil des semaines. Si le nombre de manifestants est très difficile à évaluer précisément, ils étaient vendredi au moins aussi nombreux que le 8 mars, journée où la mobilisation fut qualifiée d'historique. Le choix pour remplacer Bouteflika d'un autre cadre du système, Noureddine Bedoui, ministre de l'Intérieur depuis 2015, n'a pas rassuré. Trouver de nouvelles têtes dans le contexte actuel risque de s'avérer ardu. Les manifestants réclament un changement radical, pas un changement de marionnette. Le mot d'ordre depuis le début des manifestations n'a pas changé, le départ de Bouteflika, de son entourage et du système. Reste l'échéance du mois du Ramadan qui commence le 4 ou le 5 mai. La mobilisation pourra-t-elle se maintenir durant ce mois de jeûne, au cours duquel la fatigue se fait rapidement sentir pendant la journée, s'inquiètent certains contestataires. Au moment où les dépouilles de certaines victimes commencent à être restituées aux familles, une liste encore incomplète des victimes a révélé que les fidèles tués étaient âgés de 3 à 77 ans et qu'au moins 4 étaient des femmes. L'auteur de la tuerie est un extrémiste australien qui, à l'occasion de son inculpation pour meurtre samedi, a fait de la main un signe de reconnaissance des suprémacistes blancs. L'ex-instructeur de fitness de 28 ans, fasciste autoproclamé, a expliqué ce massacre et les 2 années de sa préparation dans un long manifeste islamophobe truffé de références à des figures de l'extrême droite. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a révélé dimanche que son cabinet avait reçu ce texte 9 minutes avant le début du carnage. Depuis vendredi, les enquêteurs néo-zélandais sont mobilisés sur de nombreuses scènes de crime. L'impatience monte cependant chez les familles des victimes qui souhaitent récupérer les corps et organiser les funérailles. Cette tragédie a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, un pays de 5 millions d'habitants dont 1% se disent musulmans, connu pour sa douceur de vivre, sa tradition d'accueil et sa faible criminalité.